Avant de donner la parole au panel de direction, j'ai quelques annonces d'intendance à dire. N'hésitez pas à visiter notre site et à faire figurer dans vos calendriers les dates importantes que vous y trouverez. Nous avons une conférence qui sera en anglais, mais il y a la possibilité d'écouter le déroulement en espagnol ou en français. Vous pouvez également donc indiquer à la page de l'agenda les mots français ou espagnol pour voir les éléments qui seront traduits. Vous savez que il y a également des séances en parallèle avec des ateliers qui se font. Je vous invite à prendre connaissance sur le site des manifestations en cours. Si vous voulez entendre plus de choses sur l'égalité, il faut sur le site web cliquer sur ce chiffre. Deuxième point, c'est les ressources et les partenaires. Et vous pouvez avoir des informations sur les questions de la grossesse en situation de Covid. Je voudrais vous dire que nous avons rassemblé des dirigeants du monde entier. Cette conversation en panel sera animée par Madame Helen Clark, ancienne première ministre de la Nouvelle-Zélande. Hélène, c'est un plaisir de vous retrouver à la présidence. Je vous remercie, Lana, de cette présentation. Je voudrais remercier également Elif qui nous a apporté un témoignage intéressant. Et c'est un troisième sommet auquel nous assistons et je voudrais, au nom du PMNCH et des co-hôtes, vous saluer. Nous avons une possibilité de nous réunir grâce à des moyens technologiques et nous allons pouvoir progresser grâce à cela. Après la pandémie, il faut quand même se dire que environ la moitié de la population mondiale est dans l'impossibilité de se joindre à nous. Voilà une des grandes inégalités qui frappent notre monde. En décembre, nous avions parlé de cet équilibre. Nous savions que le premier vaccin Pfizer allait entrer en action et ça a été Margaret Keenan au Royaume-Uni qui a reçu la première dose et cela a lancé le programme de vaccination le plus large au monde. Mais c'est un programme qui est marqué par une grande inégalité. Il y a 18% de la population mondiale dans ces pays qui vont posséder des milliards de doses de vaccins qui ont été produites. Il n'y a que 2% de l'ensemble des doses de vaccins qui sont effectivement administrées dans les pays d'Afrique. Et cette inégalité géographique frappe les pays à faible et à moyen revenu. Et cela est particulièrement grave. La vérité toute simple, c'est que
personne d'entre nous ne sera à l'abri du Covid tant que nous ne serons pas tous vaccinés. C'est donc il faut que toute la population mondiale puisse avoir un accès au vaccin. Alors, quelle est la composition de notre panel? Nous avons le Premier ministre Mati de la Barbade. Il y a Madame le professeur Awamari Kolsek du Sénégal, Jennifer Klein, qui est des États-Unis et Monsieur Al-Karim du Pakistan. Nous allons entendre une vidéo de la Barbade. Que doit faire la population pour atténuer les effets sur les plus vulnérables? Vidéo. Bonjour à tous. Ça fait quelque temps que j'aurais voulu participer à un sommet qui s'intitule « Sauver des vues ». Nous venons d'îles, petits États insulaires, qui ont été plus gravement affectés par les catastrophes mondiales. Et nous sommes confrontés aux réalités de ces inégalités pour l'accès aux techniques médicales, aux services des laboratoires et aux vaccins. Au niveau des pays, nous avons aussi des disparités pour nos personnes âgées, nos femmes et nos enfants et nos adolescents. Nous n'avons pas le même soutien économique que les autres. Voilà pourquoi au niveau national, il faut au niveau régional aussi et au niveau international des stratégies qui permettent de ne laisser personne pour compte. Il faut que nous ayons une démarche holistique pour l'ensemble de la société. Les ONG, la société civile doivent être mobilisées. Et il y a une mission qui est unique. Pour la Barbade, c'est l'accès aux vaccins et autres agents thérapeutiques qui nous échappent. Nous n'avons pas eu la possibilité d'accéder à certains moyens au vu de certaines statistiques de la mortalité maternelle et infantile. Nous avons une population vulnérable spécifique et il faut avoir une statistique particulière qui vous donne accès à un financement spécial. Mais nous n'avons même pas accès à cela, même lorsque le financement existe. Donc nous voulons avoir des ressources qui nous permettent de venir en aide aux plus vulnérables alors que les parties de la population qui sont plus prospères peuvent être correctement soignées. Nous appelons tous les pays à ce qu'un accès aux soins soit possible pour toutes les populations. Il faut que ces disparités disparaissent au niveau mondial. Il y a plusieurs appels qui ont été faits cette semaine. Le seul moyen de lutter contre la pandémie, c'est par une volonté politique mondiale qui soit en action. Nous n'y sommes pas encore. Il y a certains qui ne pensent pas que cela est vrai. Or, le virus affecte de plus en plus de gens dans le monde entier. Ce forum, soutenu par le partenariat pour la santé
maternelle, infantile et le Gavi est un moyen d'action. La Barbade se joint à l'action mondiale du Gavi et nous voulons réitérer notre soutien à l'action mondiale dans la lutte contre la pandémie et il est important que les dirigeants de ce monde se réunissent de façon urgente pour résoudre ce problème. Merci, Madame le Premier ministre de la Barbade. Il s'agit donc d'un esprit d'initiative des dirigeants mondiaux qui doit se manifester. Un rapport de ce processus que je préside déjà depuis 10 mois et qui exprime justement cette notion de l'initiative des dirigeants mondiaux. Et nous allons demander à Wendy Morton du Royaume-Uni, ministre, qui va nous parler de l'équité dans les mesures de lutte contre le Covid. Une vidéo de Madame Morton. Wendy Morton. Nous savons que les effets du Covid-19 sur les femmes, les enfants et les adolescents est un effet disproportionné. Et la seule manière rationnelle de progresser, c'est de lutter ensemble. En tant que leaders mondiaux, nous devons plaider pour l'égalité des genres et faire en sorte que les femmes et les enfants soient au centre de l'effort. Nous ne pouvons pas revenir à la situation d'avant. La situation d'avant n'était pas idéale. Il faut trouver des voies nouvelles pour prévenir les raisons systémiques de l'inégalité. Lorsque les leaders se réunissent, leur voix sera entendue. La présidence du G7 on parlait d'un agenda. Il faut défendre et protéger la santé reproductive et sexuelle. Il faut protéger les mères, les nouveau-nés, les enfants. COVID-19 vaccines, therapeutics, and diagnostics, including by strengthening wider health systems. Women have been at the forefront of the pandemic response, and we see more clearly than ever. Nous voyons maintenant plus que jamais très clairement que les femmes sont la colonne vertébrale de la main-d'œuvre et par conséquent les vaccins et l'accès aux services essentiels est crucial. Il est important maintenant de construire une réponse résiliente pour le futur. Le mois prochain, le Forum Génération Égalité, au Forum COP26 à Glasgow, tout cela changera les mentalités et permettra une meilleure participation des femmes. Avec un leadership intelligent, nous pouvons avoir un futur meilleur pour les femmes, les filles, les enfants et les adolescentes partout. Merci beaucoup. Merci à notre ministre Wendy Morton pour cette intervention. Nous allons maintenant donner la parole aux panélistes qui sont prêts.
Alors, je commencerai par une question à Jennifer Klein du White House Gender Policy Council. Jane, nous parlons d'équité pour faire progresser la santé des femmes, des filles et des adolescentes. Et nous savons qu'il y a des disparités dans la mortalité maternelle et infantile et dans la mortalité Covid. Cela a été annoncé comme une priorité du vice-président des États-Unis, Kamala. Pouvez-vous nous dire, donner plus de détails sur la façon d'aborder cette question d'inégalité? Merci et merci de m'avoir invité. Je commencerai en disant que le premier pas, la première étape pour aborder la question des inégalités que nous avons ici aux États-Unis, c'est le signal qu'a envoyé le ministère en créant ce conseil centré sur l'égalité des genres et visant à s'assurer que cette égalité est incluse dans tout le travail que nous réalisons dans le domaine de la santé maternelle et de la mortalité également. Ceci n'est qu'un exemple du type de travail que nous réalisons sous la tutelle de cette présidence. Et nous avons également entendu les contributions jusqu'à maintenant qui ont évoqué le fait que les questions que nous abordons maintenant sont tout à fait cohérentes avec toutes les questions qui se posent dans le monde entier concernant l'inégalité entre pays et à l'intérieur des pays également. Et tout ceci parallèlement à nos efforts pour nous attaquer à la crise de Covid-19. Alors, comme vous l'avez dit, pour revenir à notre stratégie sur la santé maternelle, la mortalité est plus élevée dans le monde développé et tout particulièrement parmi les mères de couleur dont la mortalité est de 2 à 3 fois plus importante que chez les femmes dans l'Asie-Pacifique. Et donc, nous sommes engagés, nous voulons résoudre ces disparités et construire un système de santé aux États-Unis qui puisse donner l'égalité, l'équité et la dignité à toutes les femmes autochtones, à toutes les femmes, les filles autochtones et de couleur. Alors, il y a 5 leviers importants que nous utilisons pour nous attaquer à cette crise aux États-Unis. Tout d'abord, c'est l'accès à la santé et l'équité d'accès aux soins de santé. Le droit de santé est un droit, ce n'est pas un privilège. Et donc, la première chose que nous devons faire, c'est nous assurer que toutes les femmes ont un accès équitable aux soins de santé avant, pendant et après leur grossesse. Les femmes de couleur peuvent souffrir davantage de lésions après leur grossesse et doivent donc avoir accès aux soins. Il est important dans ces temps de Covid également de continuer à nous assurer que la qualité des soins de santé est toujours accessible pour toutes les Américaines. Deuxième question, nous devons nous centrer sur la formation pour réduire les erreurs de diagnostic et assurer un système où il y a de meilleures communications entre tous les prestataires de santé et élargir également les heures de consultation. En mars, nous avons consacré 30 millions de dollars pour la formation des prestataires de santé. Et nous savons que cette formation doit aller au-delà et éliminer les barrières systémiques qui existent et auxquelles font face les femmes lorsqu'elles veulent avoir accès aux soins dans ce pays. Ensuite, troisièmement, nous devons investir dans des organisations communautaires pour éliminer les disparités dans notre système
système. Nous savons que le secteur médical a des ressources insuffisantes. Il est important de réduire les risques associés aux grossesses et aux naissances. Et il faut également couvrir des questions comme les logements, un logement stable et autres. Et donc, nous examinons des chemins novateurs, des idées innovantes et donc tout cela pour assurer la santé de la mère avant, pendant et après la grossesse. Et la loi élargit les possibilités et nous devons tenir compte de tous les besoins médicaux et sociaux des femmes enceintes. Quatrièmement, nous devons diversifier les travailleurs de santé, les professionnels, étant donné la charge supplémentaire ou plus importante de mortalité chez les femmes de couleur. Il est important d'augmenter le nombre de professionnels de santé et investir davantage dans le recrutement et la formation. Il faut mettre en place des programmes pour assurer les soins pérennes, des soins prénatals pérennes également, et former les sages-femmes encore mieux. Et finalement, ce sont les données. Nous devons améliorer les données que nous collectons afin de mieux comprendre les causes de mortalité, les complications, et il est important d'investir dans des comités pour étudier la mortalité, pour réduire les disparités. Donc, dans l'ensemble, nous considérons que ces 5 pas, ces 5 étapes feront toute la différence et nous permettront de nous assurer qu'il y a équité dans nos efforts de soins de santé dans l'ensemble. Merci. Merci beaucoup. Merci pour nous avoir présenté cette stratégie très complète qui est mise en place aux États-Unis et nous vous souhaitons du courage pour sa mise en œuvre. Nous allons aller sur un autre continent maintenant, en Afrique, et donner la parole à Anna-Marie Kolsek, ministre d'État de la présidence du Sénégal. Elle va nous parler du besoin d'une réponse COVID-19 sensible au genre, aux femmes et aux filles. Nous savons que les femmes représentent une grande partie des professionnels de santé. Et sur la base de la façon dont le Sénégal a géré la crise, quels sont les conseils que vous avez pour nous? Comment pouvons-nous nous assurer que la réponse au COVID-19 est une réponse sensible au genre et quelles sont les barrières qu'il faut éliminer pour arriver à cela? À vous la parole, Awa Marie. Merci Hélène, merci à tous les organisateurs. Alors, je puis vous dire que nous avons beaucoup appris de plusieurs épidémies et particulièrement de l'Ebola et du COVID-19. Nous avons donc tiré des enseignements que j'aimerais partager avec vous. J'aimerais également formuler quelques conseils que nous sommes en mesure de donner aux pays et aux partenaires en voie de développement. Permettez-moi tout d'abord de vous dire que les pays en voie de développement et nos partenaires de ces pays doivent mettre en place un cadre de réponse et de redressement qui est clairement adapté aux spécificités de chaque pays. Nous soulignons l'importance de la participation des femmes dans la prise de décision concernant le COVID-19, mais également dans les mesures de politique nationale, tout particulièrement celles qui concernent la sécurité économique et sociale des femmes, le système de contrôle et de suivi. La sensibilité au genre doit guider les décideurs et les défenseurs. Deuxièmement, je puis également vous dire que nous devons nous assurer que les cadres et les plans soient bien financés par les pays eux-mêmes, mais également par des partenaires qui sont en dehors des pays concernés.
Deuxièmement, le gouvernement et les partenaires doivent également investir dans la mise en place de données ventilées par sexe afin de veiller à ce que l'impact de l'épidémie soit différencié par genre et qu'elle identifie bien toutes les données. Il y a des disparités, des écarts importants concernant les données de genre. Certaines barrières ont été identifiées et je puis vous dire que nous n'avons pas mis assez d'investissement dans la collecte de données et de statistiques. Ceci est une première question qui ne concerne pas l'aspect financier. La collecte de données sur les questions concernant les femmes et les filles est irrégulière. On n'a pas toujours de données dans ce domaine. Mais également, il y a un grand écart dans les savoirs concernant des nouvelles questions émergentes. Et donc, les gouvernements doivent mettre en place des mesures pragmatiques pour une couverture de protection sociale direct cash transfer, plus complète, des transferts d'argent direct et la mise en place de services pour les survivantes de violences sexuelles et sexistes. Plusieurs pays comme le Maroc, la Géorgie, le Rwanda, le Sénégal ont réalisé des progrès dans ce sens. Pour cette initiative, les gouvernements et leurs partenaires doivent s'assurer que les plus vulnérables soient véritablement aidés. Et ici, on peut identifier certaines barrières, comme le manque de données fiables. Également, une planification faible. Un autre point que j'aimerais souligner ici, c'est la question de la corruption. Souvent, si on regarde par exemple le domaine de la distribution alimentaire, il y a beaucoup de corruption et un grand nombre de personnes n'ont pas accès aux aliments qui leur sont destinés. Il y a beaucoup de violence contre les femmes et les filles et cette violence doit être gérée comme un service essentiel. Et elle doit être financée en conséquence également. Et elle doit faire partie intégrante des plans de réponse au niveau national et local lorsque on entreprend également la réponse anti-Covid. Il y a des barrières qui ont été identifiées, il y en a d'autres, mais qui concernent la pression sociale peut-être. Les femmes ne portent pas plainte à cause de la pression sociale, mais également parce qu'elles ne sont pas en mesure de rejoindre certaines structures dont ce serait la responsabilité. Cinquièmement, les femmes sont en première ligne de toutes les crises de santé publique en tant qu'infirmières, en tant que médecins, en tant que sages-femmes, en tant que travailleurs communautaires, travailleurs sociaux. Mais nous savons que leur rôle passe inaperçu et est certainement sous-payé. Et c'est là quelque chose qu'il faut savoir également. Les femmes et les filles ont tendance à réaliser la plupart des tâches domestiques également. Et en même temps, elles doivent s'occuper des enfants. C'est beaucoup de responsabilités. Les autorités doivent fournir une aide adéquate, sociale et écologique, et psychologique, mais également un soutien économique. Sixièmement, il faut maintenir des services essentiels en matière d'éducation, des efforts pour freiner les maladies. Cela veut dire qu'on freine ou qu'on interrompt les autres services de santé. Il est important de savoir également que dans les systèmes de santé, les ressources
sont souvent déviées, ne sont plus utilisées dans les services de santé de routine pour les femmes, les adolescentes, mais également dans le domaine de la santé génétique et les programmes VIH. Ceci augmente la mortalité, la morbidité, la transmission du sida et du VIH, les grossesses non désirées et les mariages précoces. Et très souvent, les écoles sont fermées et nous voyons que les filles, souvent, ne reviennent pas à l'école lorsque l'école a fermé et qu'elle réouvre. En Afrique du Sud et au Mozambique, on a des données sur cela. On a beaucoup d'informations sur cela et nous devons assurer la continuité d'une éducation de qualité et de services éducatifs de qualité, y compris des structures d'éducation alternative, parce qu'on ne peut pas toujours utiliser Internet. Et dans ce cas, il y a beaucoup d'autres façons d'aider à ce que les enfants continuent à être éduqués. J'aimerais conclure sur ces mots car j'aurais beaucoup de conseils à vous donner, mais je voulais me centrer essentiellement sur ces 6 points et j'espère que cela sera utile pour tous ceux d'entre vous qui sont responsables de l'approche genre dans l'optique de la lutte contre la pandémie. Merci à Wamari Kolsek d'avoir soulevé ces points si importants dont on peut tenir compte dans notre approche. Nous allons donner la parole maintenant à Nazish Karim. Il est clair que davantage de financement et de soutien pour les travailleurs de santé de première ligne, c'est très important. Il est très important d'améliorer l'accès aux services de santé et la couverture de santé. Et surtout aussi pour le déploiement et la distribution des vaccins. Vous travaillez dans une communauté au Pakistan pour former tout particulièrement les femmes qui sont en première ligne. Qu'avez-vous appris des femmes avec lesquelles vous avez travaillé concernant les étapes à franchir maintenant pour renforcer nos systèmes de santé? Vous avez la parole, Nazish. Merci de me donner l'opportunité de partager mon expérience avec vous dans ce forum international. Donc, je suis Nazish Karim, formatrice provinciale. Dans les pays en développement, il est difficile d'améliorer les systèmes de santé. Avec la COVID-19, nous avons appris énormément de leçons. Avec les confinements, la crainte du Covid. Et maintenant, la vaccination. Nous avons vu nombre croissant de femmes qui ont besoin d'une injection. Et la COVID-19 a renforcé les inégalités dans notre environnement et dans les structures sanitaires. Beaucoup d'informations est manquante. Et donc, qu'avons-nous fait? Au début, nous avons formé nos personnels. Nous avons essayé de renforcer nos mécanismes de collecte de données pour la mise en place de tests COVID. C'est une leçon que nous avons apprise à ce moment-là avec les travailleuses de première ligne. Nous avons tous travaillé comme une seule équipe. Nous n'avions pas beaucoup d'informations des réseaux et
et donc pas beaucoup d'informations sur la vaccination pour savoir quelles étaient les meilleures solutions. Il était important donc pour les professionnels de santé d'obtenir les bonnes informations et nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir. Ici, j'aimerais partager une suggestion. Je dirais que tous les personnels de santé doivent être vaccinés contre le COVID-19. Et cela peut être fait dans toutes les structures sanitaires, les hôpitaux et autres. Parce qu'il est important d'atteindre ce niveau d'efficacité. Nous devons être des citoyens responsables. En tant que professionnels de première ligne, nous méritons le respect. Nous devons être respectés. Nous devons être toutes vaccinées. Et nous devons convaincre les communautés également, les autres citoyens qui doivent être convaincus que le vaccin est indispensable. Nous avons un système de responsabilité très fort et nous devons exiger également cette responsabilité. Capacity building in our EPI health staff, and we need an exceptional performance monitoring and accountability system. Nous avons besoin de mettre en place un système de suivi et de responsabilité à tous les niveaux. Nous devons travailler avec les services de nutrition et dans de nombreux domaines. Il nous manque des systèmes forts de soins de santé, il manque des médecins. Female doctors should be deployed and nutritional services should be provided to the pregnant lactating women and malnourished. Il faut fournir tout le soin nécessaire aux mères allaitantes, aux femmes enceintes. Assurer un accès flexible aux soins, à tous les services. Troisièmement, nous sommes désolés, le son est interrompu. Au Pakistan, nous avons vu que les professionnels ne sont pas assez bien formés. Il doit y avoir un système en ligne et des mécanismes de suivi corrects. Chaque professionnel de santé doit être formé. Les aspects techniques et ils doivent être motivés également, doivent réaliser leurs tâches de façon plus cohérente. Il est important de voir que les professionnels de santé sont démotivés, bien que tous savent que notre travail est un travail noble. Et nous devons réfléchir à ce que nous faisons et à comment nous pouvons apporter un changement dans les communautés. Notre système d'information de santé doit être numérisé pour que la prise de décision soit plus simple. Et il doit y avoir des liens entre les communautés et au niveau local. Il est important donc de mettre en place ces systèmes numériques. Comme nous le savons, tout le monde maintenant fonctionne avec des systèmes électroniques. La numérisation est très importante. Tout le monde est digital maintenant et cela est une chance pour nous. Et finalement, nous devons investir pour un meilleur avenir. Merci. Merci de nous rapporter ce témoignage des premières lignes dans la bataille. Et c'est un message très fort que vous nous avez communiqué, c'est très important. Nous allons
revenir vers Madame le ministre Awa Marie Kolsek. Alors, nos orateurs ont parlé de l'importance de la solidarité mondiale et de la nécessité de ramener l'action vaccinale dans la sphère de l'équité. Il a été proposé de suspendre les brevets sur les vaccins de façon à accélérer la production des vaccins, de façon à pouvoir sauver un nombre plus important de vies. Nous savons que l'Union africaine et ses membres souhaitent également la possibilité de produire des produits pharmaceutiques sur leur territoire. Qu'en pensez-vous? Thank you, Helen. Je Again, vous remercie, Hélène. I would like to Je just voudrais tell you that I am more vous than dire happy simplement que je suis plus qu'heureuse de pouvoir parler de ce sujet. La majorité des pays d'Afrique ont une forte dépendance de l'importation de produits pharmaceutiques, que ce soit pour des maladies pandémiques ou alors pour tout un ensemble de produits pharmaceutiques ordinaires. Cela a des incidences économiques. Pour ce qui est de l'emploi de ressources pour la santé, mais c'est aussi c'est un grand manque à gagner sur le plan de production industrielle et de création d'emplois. Et il y a aussi le problème des programmes de santé. Il nous faut promouvoir une croissance de l'industrie pharmaceutique sur notre continent. C'est un fait d'une grande importance stratégique. Mais il ne faut pas que nous nous contentions de la seule production, parce que nous savons que la recherche se fait pour beaucoup dans les pays du Nord, et il y a aussi des questions de propriété industrielle. Il nous faut travailler aussi avec les organisations internationales et les pays pour pouvoir surmonter certaines de ces obstacles de façon à pouvoir fonctionner dans un cadre qui soit légal. Par ailleurs, l'Afrique est aussi un quart en volume du nombre de personnes à vacciner. Or, pour les vaccins systématiques, nous avons moins de 1%. Nous n'avons pourtant pas d'augmentation de la maladie pour ce qui touche la fièvre jaune. La zone de libre-échange de l'Afrique et les pays ont fait un certain nombre de pas dans la bonne direction, mais il nous faut créer un environnement plus solide pour les investissements. Et les banques africaines devraient joindre leurs efforts avec l'Union africaine, mais aussi avec des partenaires au-delà des frontières du continent. C'est important sur le plan de la solidarité. À l'heure actuelle, seuls 2% des vaccins contre la Covid-19 ont été administrés en Afrique. Vous avez dit que les pays en meilleure santé et plus nationalistes ont une autre vision de l'avenir. Nous ne pouvons pas attendre pour mobiliser nos énergies. C'est aujourd'hui qu'il est important de nous mobiliser. J'appelle à la ratification la plus rapide de ce traité que nous avons sur la production africaine, et les États membres de l'Union africaine doivent donc
adhéré à ce traité. This phase 2 in 2019, Et c'est un till now we have only 6 document qui a été signed the treaty. ouvert la signature en 2019 et 6 pays seulement ont ratifié ce document. Et il est important que l'on passe à la mise en œuvre de ce traité et que l'on sorte d'une situation qui n'est que sur le papier. Donc, l'Union africaine semble très impliquée sur ce champ et bénéficie aussi de l'appui d'un certain nombre d'entités, de personnes qui militent pour le changement en Afrique. Il nous faut le soutien de la communauté internationale. Nous n'avons plus de temps à perdre. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, Madame la ministre. Il faut donc élargir la production des vaccins et les diffuser le plus rapidement possible, en particulier dans les pays africains. Je me tourne de nouveau vers Nazish Karim, qui nous a parlé du travail dans le cas des femmes jeunes et comment la programmation de l'action sanitaire pourrait le mieux refléter les besoins de ces personnes jeunes qui ont besoin de cette aide. En fait, il faut injecter dans notre système de santé de nouvelles forces. Il faut que les femmes jeunes au niveau local puissent s'impliquer dans la défense de la santé. Dans les régions reculées, nous avons 90% d'acteurs sanitaires qui sont des hommes et il n'y a pas de femmes qui y participent. Voilà pourquoi il est important que les femmes soient admises pour créer un environnement favorable. Pour répondre à la première question, il s'agit aussi de mesures sensibles au genre dans le déploiement d'une force de travail des soignants, parce que les femmes dans une situation de maladie ne sont pas en mesure de communiquer très ouvertement vis-à-vis des médecins hommes. Il faut donc développer ces activités. Il y a deux membres d'une équipe. Il faut qu'il y ait une personne plus âgée, une personne jeune, de façon à assurer l'administration des soins de santé primaire. Au 5e niveau, il faut une personne jeune et énergique. Et il faut qu'il y ait effectivement des personnes qui sont des influenceurs. Et là, c'est une personne plus âgée qui va pouvoir faire bénéficier de son expérience les populations. Et elle peut jouer un rôle très important. Donc, il faut avoir des jeunes et des personnes plus âgées qui soient déployées sur le terrain de façon à mieux atteindre nos objectifs. 3e point, c'est un environnement favorable qui est nécessaire pour les bénéficiaires de soins à tous les niveaux. Il faut qu'il y ait un accès. Donc on sait que les jeunes sont capables d'apporter du changement et il faut que les activités
soit articulé sur les organes du gouvernement locaux et au niveau municipal, de façon à élargir notre couverture. Il faut qu'il y ait délégation d'autorité. Il faut qu'il y ait aussi un mécanisme de responsabilisation. Si nous acceptons que nous sommes tous des citoyens du monde, il faut envisager toutes les souffrances qui sont connues dans le monde comme notre action, l'objet de notre action commune. Nous ne pouvons pas apporter de changement avec de l'argent, mais par notre engagement, par notre disposition à partager l'information et notre volonté d'agir sur le comportement des communautés. Il faut une interaction entre les communautés et les gouvernements, de façon à définir des politiques qui soient aussi l'objet d'un contrôle. Il faut des cadres de responsabilisation aussi, mais qui soient adaptés aux besoins des populations. Il faut une idée de collaboration collective. C'est la collaboration collective qui nous permettra d'atteindre nos objectifs globaux. Merci. Je me retourne vers Jennifer Klein de la Maison Blanche. En notant que les États-Unis sont bien sûr le pays qui a une forte notion de l'importance du leadership dans la lutte contre le Covid-19. Nous avons vu que les États-Unis ont été capables cette année d'accomplir des progrès considérables dans cette lutte. Il faudrait les encourager à manifester ce leadership à une période où les pays partenaires dans le développement ont connu de graves bouleversements. Je pense que vous avez entendu des réponses tout à fait nettes dans les interventions précédentes. Nous sommes des citoyens du monde et nous devons manifester notre solidarité. Cela a été entendu et redit. Mon ancien président, le sénateur Hillary Clinton, qui était ma supérieure, le disait. On sait à quel point le monde est interconnecté et le monde est petit. Nous en sommes d'autant plus conscients après l'intervention de la pandémie du Covid. Les choses sont interreliées. Le Conseil ne peut pas considérer la santé d'une manière séparée. Le niveau national, le niveau mondial doivent être conçus dans un ensemble. Il s'agit de notre santé à tous, y compris les droits et la santé reproductive. C'est aussi la participation de la force de travail et la prévention de la violence contre le genre. Et sur l'ensemble de ces priorités, il y a un impact disproportionné du Covid sur les femmes et les filles. Cette discussion revient, nous l'avons entendu ce matin, à un moment où nous voyons que la pandémie est en train de mettre à rude épreuve les pays les mieux équipés. Or, nous savons que nous ne pouvons pas sortir de cette crise sans agir ensemble. Nous savons que plus de 3 millions de
des habitants du globe ont perdu la vie. Il y a des impacts socio-économiques aussi aux États-Unis comme dans le monde. Il y a des progrès dans le développement, la lutte contre la pauvreté, mais une question est importante. Comment assurer une réponse équitable vis-à-vis de la crise du Covid-19? C'est une priorité de notre administration. Le processus que nous avons mis en place pour y participer à cette réponse mondiale, c'est la direction qui est au Conseil de la sécurité nationale, cette direction qui suit l'évolution du Covid dans le monde, et les États-Unis vont contribuer à au redressement suite à la pandémie. Il faut reconstruire mieux, et pas seulement dans les États-Unis, mais dans le monde. Des milliards de dollars sont dispensés. Notre action s'étend sur 120 pays. Et en mars, nous avons prévu une contribution de 11 milliards de dollars pour une réaction au niveau mondial. Et cela est lié étroitement avec d'autres priorités, notamment l'égalité des genres. Personne n'est à l'abri tant que tout le monde n'est pas à l'abri. Tout le monde n'est pas à l'abri. Il faut donc vacciner les populations dans notre pays et aussi dans les pays qui ont une population très importante et non vaccinée. Et nous avons ce rôle de leadership que nous assumons pleinement. Et le problème de la protection de la propriété intellectuelle, nous sommes d'accord sur la suspension de cette propriété intellectuelle sur les vaccins anti-Covid-19. Nous savons que c'est une crise qui n'est pas seulement sanitaire, mais c'est une crise du développement économique et humain. Nous avons pu le constater, le monde est dépendant de travailleurs qui sont les soignants, ou ce sont les personnes qui prennent soin des enfants ou des personnes âgées et qui sont affectées de manière disproportionnée. Et en particulier, le nombre de femmes qui est surreprésenté dans ces professions. Voilà pourquoi l'équilibre entre les genres doit être pris sérieusement en compte. Les troubles économiques et sociaux qui sont des conséquences de cette pandémie repoussent des centaines de millions d'hommes dans le domaine de la pauvreté, et on voit aussi une recrudescence des cas de violence basée sur le genre qui constitue une pandémie dans la pandémie, et c'est aussi lié à la perte d'emploi et à la précarité économique. Donc il faut voir les disparités sur le plan du genre et sur le plan de la race qui ont été aggravées par la pandémie. Voilà pourquoi le président nous a donné instruction de reformuler des directives sur l'action vis-à-vis des femmes et des filles pour la réponse vis-à-vis du Covid et au sein du Conseil de la sécurité nationale. Il faut évaluer l'impact de la pandémie sur les femmes et les filles. C'est un effort qui couvre tous les départements de notre gouvernement. Il est important que toutes nos politiques soient conduites en ayant cela à l'esprit. Je vous remercie, Jennifer. Je remercie Awamari et Nazish et
Merci également à Wendy Morton et aux autres qui ont contribué. Nous avons vécu ce cauchemar. Nous avons besoin d'établir des politiques sensibles au genre pour réagir à la situation. Il est important aussi d'en tenir compte pour maintenir en place les services de santé et qui sont des services centraux. Donc merci à vous et je rends la parole à Ilana.